Bonjour, alors on va maintenant commencer le chapitre 1 sur les oscillations et les ondes mécaniques. Un chapitre que j'adore, soit dit en passant. C'est vraiment intéressant parce que dans ce chapitre-là, on va comprendre qu'est-ce qu'une onde. Et ça, c'est vraiment fondamental en physique. C'est fondamental dans la nature, en fait. La notion d'onde est une notion qui est vraiment fondamentale dans la nature. Avant de parler du concept d'onde, en passant quand on parle d'onde mécanique, c'est pour différencier par rapport aux ondes électromagnétiques. Donc les ondes électromagnétiques, c'est de la lumière. Alors ça, on va en parler, dans le fond, on va aborder la lumière sous forme d'onde dans le chapitre 3, donc dans le prochain chapitre qu'on va faire. Quand on parle d'ondes mécaniques, justement, c'est les ondes qui ne sont pas électromagnétiques, donc des ondes qui doivent avoir un milieu matériel pour se propager. Par exemple, le son. Donc, le son est un exemple d'onde mécanique, donc une onde qui a besoin d'un milieu matériel pour se propager, en l'occurrence l'air, mettons, par exemple. Donc, on va étudier, par exemple, le son plus tard dans ce chapitre. Avant même de parler de la notion d'onde, par contre, il faut aborder la notion d'oscillation, qui est un concept préalable. Donc, pour vous introduire cette section, je vous présente une magnifique œuvre qui s'appelle l'œuvre de Nuremberg, construite autour de 1515. C'est une montre et je dis le fonctionnement de toutes les horloges modernes et montres est basé sur l'oscillation harmonique. Qu'est-ce qu'une oscillation harmonique? Comment décrire mathématiquement une oscillation? Donc, c'est la question qu'on se pose pour cette section-là. Donc, toutes les montres, les horloges fonctionnent, que ce soit une horloge grand-père. Évidemment, l'exemple le plus facile à, à imaginer, c'est une horloge grand-père. Alors, on a un pendule qui oscille, et le pendule le pendule décrit ce qu'on appelle une oscillation harmonique. Alors, qu'est-ce qu'une oscillation harmonique? Euh, donc, qu'ont en commun un pendule, un bloc qui oscille au bout d'un ressort et un enfant qui se balance? Je vous pose la question. Avez-vous une idée? Qu'ont en commun un pendule, un bloc qui oscille au bout d'un ressort, comme dans l'exemple qui est donné ici sur l'illustration, ou un enfant qui se balance? Avez-vous une idée? Donc ici, euh, vous l'aurez deviné peut-être, c'est que ce qu'ils ont en commun, c'est qu'ils oscillent, n'est-ce pas? Donc, ils décrivent un mouvement oscillatoire, c'est-à-dire un mouvement qui se répète à intervalles de temps fixes. Si vous voulez, un mouvement périodique. Ça veut dire, c'est synonyme. Donc, un mouvement périodique, ça veut dire un mouvement qui se répète à intervalles de temps fixes. Euh, donc, mettons, on imagine l'enfant, ben, on va imaginer qu'il va toujours répéter le même mouvement, mais mettons, à chaque 2 secondes, il va faire un cycle. Alors, c'est ce qu'on appelle un mouvement oscillatoire. Si on veut décrire mathématiquement la position en fonction du temps d'un objet qui décrit un mouvement harmonique simple, qu'on va appeler MHS, mouvement harmonique simple, euh, en passant à ce que j'appelle un mouvement harmonique simple, c'est un mouvement oscillatoire, mais qui a la particularité de garder toujours la même amplitude. Donc, il n'y a pas d'amortissement. Donc, dans l'exemple de l'enfant qui se balance, il faudrait imaginer une situation où mettons, il n'y a pas du tout de frottement à l'endroit où la chaîne est attachée. Puis, dans le fond, on imagine que l'enfant pourrait, comme ça, sans même avoir à forcer, sans même avoir à se donner un élan, mais l'enfant serait en oscillation perpétuelle. C'est ça qu'on appelle un mouvement harmonique simple. Ou encore, on imagine la situation ici avec le bloc jaune qui oscille de gauche à droite comme ça, mais on imagine qu'il oscille perpétuellement. Donc, autrement dit, on imagine qu'il n'y a aucun frottement entre le bloc et le plancher.
Donc, on imagine par exemple qu'il est sur une glace parfaite. Alors, je reviens à la question, comment on fait pour décrire mathématiquement la position en fonction du temps d'un mouvement harmonique simple? Donc, connaissez-vous une fonction qui oscille? Commencez avec cette question-là. Quelle fonction connaissez-vous qui oscille? Normalement, vous en connaissez au moins deux. Vous connaissez au moins le sinus et vous connaissez cosinus. Les deux, en passant, c'est des fonctions équivalentes, sont juste décalées d'un quart de cycle. Cosinus et sinus, finalement, on pourrait quasiment dire que c'est la même fonction, sont juste décalées d'un quart de cycle, pi sur 2 rad. Donc, qu'est-ce qu'on va utiliser? Est-ce qu'on utilise un cos, un sin? En fait, c'est arbitraire ici, mais ce qu'on va utiliser, nous autres, là, par convention, dans ce chapitre-là, on va utiliser le sinus. On aurait très bien pu utiliser le cosinus, mais bon, sans raison particulière, on va se baser sur le sinus. Comme ça, on va tout être sur la même longueur d'onde, en quelque sorte. Donc, là, dans le fond, je vais décrire la position en fonction du temps, donc x de t. Je vais décrire la position de l'objet comme étant x. Donc, voyez-vous ici le bloc jaune, sa position ici est décrite selon l'axe x ici. Donc, ça, on va décrire la position x de t. X, la position du bloc jaune en fonction du temps. Alors, on va décrire ça, comme je disais, par un sinus. Ensuite, à l'intérieur du sinus, on a une fonction qui va dépendre du temps. Donc, je vais vous le donner en 1000. Là. On va avoir oméga t plus phi. Donc, dans le fond, c'est ça, ce que ça veut dire, c'est que l'argument du sinus va augmenter au fil du temps. Donc, plus le temps avance ici, ben, ce terme-là, oméga t, va augmenter. Donc, tout l'argument du sinus au complet va augmenter. Donc, autrement dit, vous allez progresser sur votre sinus. C'est ça que ça veut dire. Vous allez aller vers, la droite. Donc, vous allez avoir un argument du sinus qui va toujours être de plus en plus grand. Le phi ici, c'est ce qu'on va appeler le déphasage. On peut l'écrire tout de suite ici en bas. Phi, c'est ce qu'on va appeler la constante de phase ou encore le déphasage. Donc, c'est deux termes qui peuvent être utilisés, deux synonymes. Donc, la constante de phase ou le déphasage. L'unité rad. Donc, dans les arguments du sinus, on va toujours travailler en rad dans le chapitre. Donc, autrement dit, si phi égale 0, ça veut dire vous oubliez phi. Si phi égale 0, à ce moment-là, vous êtes dans la situation où vous avez un sinus normal qui va partir, c'est-à-dire un sinus normal, il part à l'origine, si vous vous rappelez de votre fonction sinus. C'est-à-dire qu'à x égale 0, la fonction sinus part à l'origine à y égale 0. Donc, et là, après ça, il part vers le haut. Ça, c'est un sinus normal non décalé. Donc, c'est ça que vous allez avoir dans cette situation-là où phi égale 0. Maintenant, en général, un sinus, notre oscillation, ne va pas nécessairement partir de l'origine. Ça va peut-être faire, mettons, quelque chose comme ça. Mettons. Donc là, à ce moment-là, le sinus, il part pas de l'origine, il part du point ici. Ben, il part entre guillemets, là. Je pourrais dire il part du point ici aussi, c'est arbitraire, là. Mais admettons, on constate il part du point ici. Donc, il part pas de l'origine. Donc, à ce moment-là, il faut tenir compte du décalage qu'on a et introduire notre constante de phase phi. Donc, c'est pour ça que pour avoir une équation qui est vraiment générale, mais il faut ajouter une constante de phase pour tenir compte du fait que notre sinus ne part pas nécessairement. Quand je dis part, c'est le moment où mettons, il quitte l'axe des abscisses puis il part vers le haut. C'est ça que je veux dire quand je dis il part. Okay? Un peu comme ici, le sinus, il part de l'origine, un sinus normal, puis il part vers le haut. Okay? Donc, si notre sinus ne part pas de l'origine, ben à ce moment-là, il faut introduire un déphasage phi pour tenir compte que notre sinus peut être décalé vers la gauche ou vers la droite comparativement à un sinus, ce que j'appelle un sinus normal, entre guillemets, c'est-à-dire un sinus non décalé. Quand je parle d'un sinus normal, dans le fond, j'entends la fonction y égale sinus de x.
Donc un sinus nature, là, si vous voulez. OK. Il y a une autre chose, par exemple, qui manque encore dans l'équation. C'est que un sinus, en fait, je vais leur écrire. Le sinus nature, entre guillemets, là, le sinus normal, sinus de x, quelle est son amplitude? Donc, si vous tracez sa, donc si on vous trace la fonction y égale sinus de x, il va partir de l'origine, il va partir vers le haut, il va faire ça. Mais quelle est son amplitude? C'est-à-dire, quelle est la valeur maximale qui va être atteinte ici par les sommets? Alors, vous le savez sans doute, c'est 1. Puis au minimum, dans les sommets en bas, ça va être moins 1. Donc ça, c'est l'amplitude. L'amplitude d'un sinus, que j'appelle un sinus ordinaire, là, sin x, son amplitude, c'est une unité. Donc au maximum, par rapport à l'origine, il va monter de une unité, puis au maximum, il va descendre de une unité par rapport à l'axe des x. Alors, en général, notre oscillation ici, notre bloc ici, il ne va pas nécessairement juste avancer ou reculer de 1 mètre au maximum par rapport à sa position d'origine. Peut-être que son amplitude de mouvement, ça peut être 2 mètres, ça peut être 3 mètres, ça peut être 10 mètres. Donc, autrement dit, l'amplitude n'est pas nécessairement de une unité. Donc, il faut tenir compte de ça et ajouter un facteur d'amplitude devant ici. Euh, donc, A, c'est l'amplitude. C'est l'amplitude du mouvement, c'est-à-dire la position maximale qui est atteinte par l'objet au cours d'un cycle. L'unité. euh, donc, si on... Juste faire un petit peu de ménage ici. Donc, regardez ici le schéma. Votre déplacement ici se fait selon une unité de distance. Donc, x ici, c'est de la distance. Donc, l'amplitude A va être en distance, donc ça peut être en mètres. Mais on peut aussi avoir une amplitude, on peut aussi avoir un mouvement oscillatoire, comme par exemple dans le cas d'un pendule, où le mouvement va se faire selon un axe d'angle. Donc, autrement dit, x ici mesure un angle. Donc, à ce moment-là, on va le mesurer en rad dans ce cas-ci. Donc, dans le cas d'un mouvement qui est circulaire, comme un pendule qui oscille, donc la position x va être un angle en rad. Tandis que dans cette situation-ci, vous allez avoir une amplitude qui va être en mètres, parce que là, ici, le déplacement se fait selon une ligne droite. Donc, ici, on va la mesurer en termes de distance. Donc, les deux sont possibles. Donc, soit l'amplitude va être mesurée en mètres ou en rad, dépendamment si c'est un mouvement linéaire ou un mouvement circulaire. Ensuite, la partie, l'intérieur de la parenthèse au complet, ce qui s'appelle l'argument du sinus, n'est-ce pas? Donc, l'argument, c'est l'angle au complet, l'angle au complet auquel on applique le sinus. Alors, l'argument au complet, la parenthèse oméga t plus phi, on va appeler ça la phase. Oméga t plus phi. Alors, ce terme-là au complet, l'argument du sinus au complet, on va l'appeler la phase, c'est-à-dire l'argument du sinus. La phase représente l'endroit où est rendu le cycle. Je l'écris entre guillemets parce que c'est pas une définition vraiment rigoureuse, mais c'est une définition que je trouve intuitive. Ça va vous permettre de comprendre qu'est-ce que ça représente. Donc, on va l'écrire. C'est l'endroit où est rendu le cycle, exprimé en rad, parce que évidemment c'est un angle qu'on va exprimer en rad. Donc, je vais y revenir. En fait, non, je vais y aller tout de suite. Donc, qu'est-ce que je veux dire quand je dis l'endroit où est rendu le cycle? Qu'est-ce que je veux dire quand je dis qu'oméga t plus phi, la phase, est l'endroit où est rendu le cycle? Étudions la situation suivante.
Vous avez un... Ça ici, c'est ce qu'on appelle un système bloc-ressort. Donc, vous avez un bloc qui est simplement attaché à un ressort qu'on va considérer un ressort idéal. Un ressort idéal, c'est un ressort qui peut à la fois être étiré et comprimé. Donc, et ce ressort-là est attaché sur un mur qui est fixe. Imaginez l'expérience suivante. Là, on a un axe de position du temps ici. La position 0 correspond à la position d'équilibre. C'est-à-dire que si vous laissez le ressort, c'est-à-dire si vous laissez le bloc à la position 0, il n'y a rien qui va se passer. Donc, si vous le déposez, le bloc à la position 0, vous le lâchez à cette position-là, rien ne va se produire. Parce que dans cette situation-là, le ressort n'est ni comprimé ni étiré. Donc, à ce moment-là, il n'y a rien qui va rester immobile. Le bloc va rester immobile. Euh, Maintenant, imaginons l'expérience suivante, c'est qu'on va tirer le bloc. Donc, on exerce une force ici, vers la droite, pour tirer le bloc jusqu'à la position ici, à la position qui est montrée ici. Okay? Et là, on lâche le bloc. Okay? Donc, on exerce une force pour amener le bloc jusqu'ici. Et là, on lâche le bloc. Qu'est-ce qui va se produire? Le bloc va faire, je pense que vous pouvez assez bien imaginer qu'est-ce qui va se produire. Ça va faire boing, 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 boing. Donc, ça va faire une oscillation harmonique simple, en fait. Parce que là, on va considérer qu'il n'y a pas d'amortissement. On va considérer qu'il n'y a aucun frottement entre la surface horizontale et le bloc jaune. Puis aucune perte en chaleur due aussi à la contraction et à la détente du ressort. Donc, on considère qu'il n'y a aucune perte d'énergie mécanique, autrement dit. Donc, on lâche le bloc quand il est dans sa position ici, ça va faire bang, 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 bang. Fait que ça va faire une oscillation harmonique simple autour de la position d'équilibre 0. Donc, ça va décrire un mouvement oscillatoire comme ça. Donc, si on regarde, dans le fond, ce que vous voyez ici, c'est comme des arrêts sur image. Donc, c'est comme si on prenait des photos à des petits intervalles de temps. Donc, ici, on part d'ici. Un instant plus tard, on est rendu là. Un instant plus tard, on est revenu à la position d'équilibre. Après ça, le ressort se comprime. Ici, on arrive à la position de compression maximale du ressort. Et après ça, le ressort commence à se réétirer, en fait, se redétendre. Et là, on a la position qui recommence à augmenter. On revient à la position d'équilibre. Et après ça, devinez qu'est-ce qui se passe? Donc, une fois qu'on est rendu là, c'est comme si on retourne ici. Et là, le ressort se réétire jusqu'à atteindre sa position maximale, etc. Fait que là, on fait une espèce de cycle sans fin dans ces positions-là. Mais si on l'imagine, en fait, ça fait... Dans le fond, tout le mouvement se fait sur une ligne droite, un aller-retour entre la position x égale plus A et la position x égale moins A. Donc ça, c'est le mouvement. Puis ça, c'est comme les arrêts sur image à différents moments. OK. Alors maintenant qu'on a compris la situation... Ah oui, puis en passant... Ici, on a les temps qui sont exprimés en fonction de t. T, c'est la période. Je vais y revenir dans un moment, dans un petit instant. Pardon. Alors, faut bien comprendre T majuscule. T majuscule, c'est la période, c'est-à-dire le temps requis pour faire un cycle. Euh, on peut l'écrire. Non, on va y revenir dans un instant. Donc, la période, c'est le temps requis pour faire un cycle. Le temps requis pour compléter un cycle. Donc, il faut distinguer de t minuscule qui, lui, est un temps quelconque. OK? Donc, t minuscule est un temps quelconque. T majuscule, c'est la période, donc le temps requis pour faire un cycle. Autrement dit, le temps requis pour faire un aller-retour complet. Donc, si, mettons, vous partez d'ici, le temps que ça va prendre pour revenir à la position de départ ici. Donc, là, dans le fond, ce qu'on va faire, c'est qu'on va...
Donc, juste pour dire, ici, on est à t égale 0. Fait que quand on revient à cette position-là, ici, vous voyez, on est rendu à t égale la période. Donc, on a parcouru exactement un cycle. Vous voyez, on est revenu à la position de départ. Donc, le temps qui s'est écoulé, c'est une période. Là, je veux faire le parallèle entre ceci qui représente vraiment la situation en tant que telle et ceci qui représente la description mathématique du mouvement selon un graphique de position X en fonction du temps T. Donc, autrement dit, on va traduire ce mouvement-là ici qu'on voit en photo en quelque sorte par un graphique de position en fonction du temps. Quand on parle de position, on parle toujours de la position du bloc jaune. Okay? En fait, pour être encore plus précis, c'est la position de la face gauche du bloc jaune. Si vous remarquez, c'est toujours la face gauche du bloc jaune qui est évaluée. OK. Donc, là, au départ, à t égale 0, on est ici. À t égale 0, on est ici. On va considérer, tantôt je disais on lâche le bloc ici, mais bon, pour les besoins de la cause ici, on va considérer que le mouvement, parce qu'en fait le mouvement va être perpétuel, fait qu'on considérons le t égale 0 comme étant le point où le bloc est dans cette position-ci. Et là, à t égale 0, la position est en train d'augmenter. Si vous remarquez, la position x, voyez-vous, elle est en train d'augmenter. On est en train de se diriger vers cette portion-ci de l'axe. Donc, si on regarde ici, on part de t égale 0, mais la position est en train d'augmenter jusqu'à atteindre une valeur maximale d'amplitude à x égale a. Okay? Donc, quand on arrive ici, on est rendu à la position maximale x égale a. Ça correspond à ce point-ci. Donc, autrement dit, cette position-ci correspond à ce point-ci sur le graphique. Donc, l'endroit où le bloc atteint sa position maximale. Après ça, la position revient à 0 éventuellement quand on est rendu ici. Donc ici, le bloc revient à sa position 0. Ça correspond à cette position-ci sur le graphique. Ensuite, on revient. Là, on va à la position jusqu'à x égale moins a. Donc, quand le bloc est comprimé, quand le ressort est comprimé au maximum. Donc, cette position-ci, quand le bloc est le plus à gauche de tout son mouvement, alors on est rendu à cette position-ci sur le graphique. Et éventuellement, on revient à la position d'équilibre. Le ressort se redétend progressivement. Et ici, on revient à la position d'équilibre. Et là, on est rendu là sur le graphique. Donc, en fonction du temps, le bloc part ici, puis après ça, il va faire ce mouvement-là. Après ça, il va revenir ici, il va revenir là. Puis après avoir fait un cycle, il va recommencer, il va faire un deuxième cycle, il va faire un troisième cycle, etc., jusqu'à l'infini. Parce qu'il n'y a pas d'amortissement, donc il va osciller théoriquement à l'infini. Fait que là, maintenant qu'on a compris ça, dans le fond, regardons les phases. Donc, ici, la phase, c'est 0. On est à dans le fond, la phase égale 0, ça veut dire... on se rappelle, la phase, c'est toujours notre oméga t plus phi. Alors, quand la phase est de 0, ça veut dire qu'on est rendu au point 0 dans le cycle, c'est-à-dire on est au début du cycle. Ce qu'il faut, en fait, réaliser, c'est que dans un sinus normal, je reviens à mon sinus normal ici, après combien d'angles, après quel argument est-ce que le sinus a fait un cycle complet? Donc, voyez-vous, ici, on a fait un cycle complet à ce point-ci. Alors, on est rendu à quel angle ici? On est rendu à un angle de 2π. Ici, on est à un angle de 0. Ici, on est à un angle de π. Ici, on est à un angle de π sur 4, π sur 2, pardon. Et ici, 3π sur 2. Donc,
voyez, ce que je viens d'écrire, ce sont les phases, justement. Donc, autrement dit, quand on est à la phase 0, on est au début du cycle. Quand on est à la phase π/2, on est au quart du cycle. On a fait le quart du cycle. Quand on est rendu à π, on a fait un demi-cycle. Ici, on a fait un demi-cycle. 3π/2, on a fait 3 quarts de cycle. Et 2π, on a fait un cycle complet. Il faut juste faire attention de se rappeler qu'un cycle complet, c'est 2π et non pas π. Parce qu'il y en a des fois, ils sont portés à dire ah, π/2, c'est un demi-cycle. Non, 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 non. π/2, c'est un quart de cycle. Parce qu'un cycle complet, c'est 2π. C'est pas π. OK? Donc, un cycle complet, c'est 2π. Donc, faut jamais oublier ça. Donc, c'est ça que je veux dire. Donc, la phase 0, ça veut dire début du cycle. La phase π/2, un quart de cycle, etc. OK? Mais on pourrait aussi avoir la phase, mettons, π/4, OK? On pourrait avoir une phase ici intermédiaire ou π/8. Donc, on pourrait avoir des phases à n'importe quel moment. Mais j'ai juste donné les points les plus remarquables là, du cycle. Donc, la phase, c'est ça. La phase 0, phase π/2, phase π, etc. Donc, si je reviens à mon schéma ici, donc ici, on a une phase de 0, ici, on est au début du cycle. Ici, on a une phase de π/2, on a fait un quart de cycle. Ici, on a fait un demi-cycle, on est à une phase de π. Ici, on a fait 3 quarts de cycle, on est à une phase de 3π/2. Et ici, on a fait un cycle complet, on a une phase de 2π. Donc, le oméga t plus phi, c'est la phase. Donc, c'est l'endroit où on est rendu dans le cycle. 2π est un cycle complet complété. OK? Donc, c'est ça qu'il faut toujours avoir en tête. C'est l'argument du sinus. Alors, comme on voit ici, l'argument du sinus, c'est l'endroit où on est rendu dans le cycle. OK. Donc, ça, c'est ce que je voulais dire. Il restait une dernière ligne à compléter sur cette diapo. C'est, je voulais expliciter qu'est-ce que euh, le oméga. Le oméga tout seul. Donc, plutôt que de parler de toute la phase, là, je parle juste du oméga, le terme qui multiplie le facteur temps. En passant, c'est pas W, faites attention, c'est oméga. J'en ai déjà parlé d'ailleurs de la lettre grecque oméga dans le cours, mais on en a parlé aussi en mécanique. C'est dans le fond la dernière lettre grecque la dernière lettre de l'alphabet grec. Donc, ne dites pas W, là, ça sonne vraiment pas bien, c'est oméga. Donc, un W, c'est comme ça, oméga, c'est comme ça. C'est comme un oméga, c'est comme arrondi. Donc, oméga, c'est ce qu'on va appeler la fréquence angulaire. Ou, plus simplement, on peut l'appeler aussi la pulsation. La fréquence angulaire ou la pulsation. Ça représente, pour donner une conception intuitive de cette variable-là, ça représente la vitesse à laquelle la phase change. Donc, autrement dit, la vitesse à laquelle on progresse dans le cycle, autrement dit. Parce qu'on se rappelle que la phase, c'est l'endroit où on est rendu dans le cycle. Donc, oméga, c'est la vitesse à laquelle cette phase augmente ou diminue. Donc, c'est la vitesse à laquelle la phase est en train d'augmenter. Donc, autrement dit, la vitesse à laquelle on progresse dans notre sinus. Donc, si, mettons, on part du zéro ici, la vitesse à laquelle on va faire un cycle, autrement dit, ou la vitesse à laquelle on va faire un demi-cycle. Donc, la vitesse à laquelle on progresse. Donc, si on a un oméga qui est faible, oméga qui est faible, je vais donner un exemple. Là. Mettons que ça serait 0.0001 rad par seconde.
Là, ça voudrait dire que, mettons, on part d'ici, puis on fait. Là, je suis même pas assez. Ce serait même plus lent que ça, là, OK? Pour un oméga égal à ça, là. Donc, c'est la vitesse à laquelle je progresse dans mon sinus. Fait que là, ça ferait. C'est vraiment lent, là. C'est lent, 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 lent. Parce que mon oméga est faible. À l'inverse, si. Oups. Si mon oméga est élevé, donc par exemple, j'ai oméga égal à euh, 2 pi rad par seconde. 2 pi rad par seconde, ça veut dire que quand je me promène sur mon cycle, 2 pi c'est un cycle complet, n'est-ce pas? Donc 2 pi rad par seconde, ça veut dire que je fais un cycle complet en une seconde. C'est ça que ça veut dire. Donc ça veut dire que je ferais zou, OK? Donc en une seconde, il aurait fait un cycle complet. Donc oméga égale 2 pi rad par seconde, ça serait, je pars ici à t égale 0, 1, 2, 3, go. En une seconde, j'ai fait un cycle complet. OK? Donc, c'est la vitesse. Voyez-vous, j'ai une vitesse qui est beaucoup plus grande. Autrement dit, j'ai parcouru mon cycle beaucoup plus rapidement. Euh, fait que j'avais un oméga plus élevé. Puis si, mettons, je fais 4 pi par seconde, mais 4 pi par seconde, ça voudrait dire que là, je fais 2 cycles en une seconde. Fait que là, ça serait encore plus vite. Là, ça serait très, très, très rapide. OK? Donc, Donc, c'est ça. Donc, le oméga, ça représente la vitesse à laquelle on progresse sur notre sinus. Donc, soit on a une progression, si l'oméga est très petit, on a une progression très lente sur le sinus. Si on a un oméga moyen, on va progresser plus vite sur le sinus. Puis si on a un oméga plus grand, on va progresser plus vite sur le sinus. C'est très important d'avoir une conception intuitive de ces concepts-là pour vraiment pouvoir dire qu'on les comprend. Donc, autrement dit, voyez-vous, plus ce facteur-là est grand, plus votre argument, finalement, va augmenter rapidement. Tu sais, le temps va passer, mais si ce facteur multiplicatif-là est grand, bien, votre argument va augmenter très rapidement. Fait que vous allez progresser très rapidement sur votre sinus. Donc, autrement dit, votre oscillation va être rapide. Fait qu'on voit tout de suite qu'il y a un lien entre la, euh, il y a un lien entre la fréquence d'un mouvement, c'est-à-dire la rapidité à laquelle il va se produire, et le facteur oméga, la fréquence angulaire. La fréquence angulaire ou la pulsation. Donc, on appelle ça, rappelez-vous des termes, là, donc oméga ou fréquence angulaire ou pulsation. Euh, c'est- on peut faire une analogie en quelque sorte avec la pulsation humaine. Donc, si vous pointez votre main sur le cou, vous mesurez votre pulsation, donc le nombre de battements de cœur par seconde. Alors, c'est un peu la même chose, sauf qu'ici, c'est le nombre, d'ailleurs, il restait ça écrit, le nombre de rad par seconde qui est accompli dans le cycle. Donc, une pulsation cardiaque, c'est le nombre de battements secondes. Ben, une pulsation en termes d'oscillation, c'est oméga, c'est le nombre de rad qui est accompli par seconde. Euh, donc, à ce stade-ci, je voudrais faire une pause. Vous voyez, c'est des concepts, je prends vraiment le temps pour expliquer ces concepts-là, pour la simple et bonne raison que c'est probablement tout du nouveau matériel pour vous. C'est pas quelque chose que normalement que vous avez vu dans les autres cours déjà. Puis c'est quand même assez abstrait par moment. Donc ça vaut la peine de bien faire, de bien commencer ça parce que c'est des notions qu'on va réinvestir comme pendant tout le chapitre 1. Fait qu'il faut vraiment, ça c'est comme la base, là. Donc il faut vraiment bien l'établir avant de passer à la suite. On prend une pause, on continue.